Bonjour, de bon matin en plus, hein, bienvenue. Pardon. Ah non, je peux être sur le côté, c'est pas grave. Bonjour, donc bienvenue à tous à l'espace Lyon-Japon. Je m'appelle Jessica et je fais partie de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai, donc qui est une autre association japonaise à Lyon. Aujourd'hui, donc on a une longue journée de 5 conférences. Donc aujourd'hui, donc la première c'est à partir de 10h. Il y a des personnes aussi qui nous suivent sur Twitch, donc en ligne. Là, en présentiel, on est un peu plus d'une vingtaine, donc merci à vous en tout cas d'être venus. Pour cette première conférence, nous accueillons donc Michel Rigaud, qui travaille dans la société de voyage et tradition, donc à Lyon, et qui emmène voilà, les Français au Japon pour découvrir le pays du soleil levant. Alors comme vous le savez, là les frontières au Japon ne sont pas encore ouvertes aux touristes, c'est ouvert aux étudiants, aux voyages professionnels, à ceux qui habitent aussi là-bas ou qui vont voir leur famille. Et on espère que les frontières japonaises ouvriront à nouveau bientôt. Donc voilà, on entend des sons de cloche, peut-être cet été, peut-être en automne, on ne sait pas, mais voilà, ça vous donnera déjà un premier aperçu. Quels sont les endroits les endroits qui sortent aussi des sentiers battus, pardon, qu'il faut aller voir au Japon. Donc je laisse la parole donc à Michel Rigaud. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette échappée au Japon. Donc c'est un voyage qu'on va faire du nord au sud, qui se prévoit en général sur 3 semaines minimum. Voilà, donc on va commencer par arriver sur l'île d'Hokkaido. Donc quand on arrive, il y a des vols qui nous permettent, en passant par Tokyo, directement d'arriver à Sapporo. Donc on arrive à Sapporo, qui est située en rouge là-haut. Donc Sapporo, c'est une ville qui est une ville bien sûr moderne, comme la plupart des grandes villes au Japon, mais qui a gardé tout son côté victorien, notamment la tour de l'horloge, qui est un peu le symbole de la ville. Donc parce que ça a été une plaque tournante très importante au niveau de l'économie. Il y a eu beaucoup d'anglo-saxons qui sont installés ici. Quand on est à Sapporo, les Japonais ont désigné Otaru comme la ville la plus romantique, qui est vraiment à côté de Sapporo, la ville la plus romantique du Japon. Et puis on peut aussi voir des choses très modernes comme Tadao Ando qui a créé un très grand Bouddha qui ressemble beaucoup à celui de Kamakura. La particularité, c'est qu'il est dans une colline recouverte de végétation et on n'aperçoit que le visage quand on est à l'extérieur. Il faut rentrer dans cette colline à l'intérieur pour l'apprécier. Hokkaido, ça se visite aussi en hiver. Chaque année, il y a le plus grand festival international de sculpture sur glace. Mais on peut aussi en profiter pour aller visiter les grues qui viennent chaque année en février en général, c'est à peu près la même période. On peut aussi aller du côté de Abashiri pour faire un tour en Brésilas. Donc ça, il y a des gens qui vont spécialement l'hiver pour cette ambiance. Mais allez-y, je vous en prie. Mais ça se découvre aussi beaucoup en été. Le climat est très favorable par rapport au reste du Japon. En été, il fait entre 20 et 25 degrés, alors que vous avez plutôt du 35-40 sur Tokyo. Donc là, c'est une période de juin-juillet. Voilà, ça c'est en plein été. Vous avez des très beaux champs de fleurs, beaucoup de production agricole et d'élevage aussi dans cette région. C'est vrai qu'on retrouve vraiment cette fraîcheur. Vraiment en été, quand on y va en août, quand on habite à Kyoto par exemple, c'est vraiment dans une cuve où là il fait très chaud et humide en plus. Quand on arrive à Hokkaido, on retrouve cette fraîcheur et puis notamment dans les forêts et c'est très agréable. Beaucoup de Japonais vont en été passer quelques jours de vacances pour se rafraîchir. Et puis on peut visiter en automne jusqu'au mois d'octobre, c'est magnifique, il y a des régions extraordinaires, beaucoup de couleurs d'automne, ça c'est très beau. Après il y a l'hiver, voilà. C'est là en automne où il y a le koyo, donc les érables rouges, et qui sont très beaux à Hokkaido, mais aussi dans d'autres villes. Je pense qu'on a d'autres photos. Ensuite, je vais vous emmener à Hakodate, qui est la ville la plus au sud, avant de repasser sur l'île de Honshu. Hakodate, c'est une ville aussi qui a un côté anglo-saxon. Pareil, ils étaient présents aussi. Beaucoup d'Américains se sont installés ici pour développer l'économie. Il y a une très très belle vue d'Hakodate la nuit. C'est une des plus belles vues qu'on a au Japon à la tombée de la nuit. Là, il y a beaucoup on y va avec un téléphérique. Hakodate, c'est aussi et surtout son morning market. Là, vous avez des arrivages de poissons, de crustacés, de fruits de mer.
Il y a des restaurants, il y a toute une ambiance, il y a plein d'étables, mais il y a aussi beaucoup de fruits et de légumes, hein. C'est un marché qui dure toute la matinée et il faut absolument y déjeuner et goûter les spécialités locales, notamment le oyakodon, sauf que ce ne sont pas des œufs de poule qui sont mis sur le riz, ce sont des œufs de saumon, ultra frais. Vous avez déjà goûté? Ah oui, c'est vraiment un régal. Ouais. Ça, c'était un de mes repas, celui-ci. D'accord. Les sushis. Faut y aller très tôt le matin ou Oui, on peut y aller très tôt. Ouais. D'accord. Il y a toute une ambiance, beaucoup de gens. C'est le commerce. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter le poisson, par exemple, et puis un endroit barbecue où on peut faire cuire ses poissons? Non, pas Alors, j'ai forcément. pas vu ça. J'ai pas vu ça, mais il y a beaucoup de petits restaurants spécialisés dans différents thèmes. C'est une ville romantique aussi à Kodate, hein, Ouais, avec absolument. les Oui. yakei, comme on dit, voilà, les lumières Alors, de la ville. Il y a des églises orthodoxes, enfin une église orthodoxe, une église chrétienne, une église. Il y a un temple à côté. Enfin, il y a eu beaucoup de monde. Ça a brassé beaucoup de monde. D'accord. Ensuite, on va prendre le Shinkansen, on va prendre le tunnel le plus long au monde actuellement. Il va bientôt être dépassé par un tunnel en Chine, je crois. Je crois qu'il fait 55 km, il me semble. Et on va arriver à Aomori. Aomori, qui pareil est une ville portuaire, avec aussi ses marchés aux poissons et tout. Mais la grosse spécialité d'Aomori, au niveau attractivité, c'est au mois d'août. Il y a un des plus grands festivals du Japon. Et ce sont des chars qui sont exposés toute l'année dans le bâtiment rouge, là on peut les visiter. Et une fois par an, on fait sortir les plus beaux chars. Et ça dure 3 jours. Moi j'ai eu la chance de trouver une chambre. Il faut réserver un an en avance pour trouver une chambre. Et on ne trouve jamais. Puis un jour, paf. Alors donc j'y suis vite allé. Ce festival, c'est le Nebuta Matsuri. Nebuta Matsuri, d'accord. Ah, c'est assez unique. Je crois qu'il y a à peu près 2 millions de Japonais qui viennent uniquement pour ce festival. Un peu comme la fête des Lumières à Lyon, hein. Ouais. Ça ressemble un petit peu? Ouais. Ça démarre c'est la nuit, c'est le soir. D'accord. Ah, cette période de l'année, en plus, il fait nuit tôt, il fait nuit 18h30, 19h au Japon, au mois d'août. Ça, c'est assez surprenant. Alors, je ne sais pas parmi vous, j'ai pas posé la question, mais qui est parti déjà au Japon? Près de la moitié quand même. Est-ce que vous avez été surpris l'été que le soleil se couche très rapidement? À 19h, il fait déjà nuit, alors que nous, on a des journées longues quand même, jusqu'à 22h. Oui, 5h, 5h30, le soleil est levé. Ouais. On entend les cigales, on entend les corbeaux croisser, ça y est, c'est l'heure. Ça, on en parlera lors de la deuxième conférence. Là, le lever du soleil du mont Fuji, c'est 4h30. Alors, quand on est à Aomori, il faut absolument visiter Hirosaki, qui n'est pas très loin, il y a 30 minutes de train. C'est un des plus beaux spots au printemps. Alors là, on est fin avril, contrairement à Kyoto et Nara, où il y a des très beaux spots, début avril, plutôt même fin mars. Là, on est fin avril. Il y a 2600 cerisiers différents, avec son château, et c'est magnifique. Alors là, pareil, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir une chambre, ou alors dormir à Aomori, où il n'y a pas grand monde à cette période, et faire aller-retour. Ça ressemble beaucoup au chemin de la philosophie à Kyoto. Hein. Oui, ouais. Alors ensuite, on va descendre, pour ma part, c'est l'endroit que j'ai préféré au Japon. Il fait partie des 3 plus beaux endroits du Japon. Ça s'appelle Matsushima. Matsushima, c'est une baie où il y a 260 îlots, tous différents, de tailles différentes, recouverts de pins. On appelle ça l'île au pin d'ailleurs. Et c'est très très beau. C'est l'un des, vous allez peut-être le dire, mais c'est l'un des 3 plus beaux paysages du Japon. C'est ça. C'est ça. Alors on verra les 2 autres après. Je vous en fais la surprise. Le Nihon Sankei. Donc ça. le premier, il y en a 3. On découvrira les 2 autres après sur la route. Alors quand on est à Matsushima, personnellement je me suis posé 3 nuits. On parle en nombre de nuits dans le tourisme. C'est plus parlant. Et ça m'a permis déjà de découvrir la baie. On peut faire des croisières en bateau, mais aussi d'aller à l'extérieur, et notamment à Yamadera. Yamadera, c'est le temple de la montagne. Là, il faut bien prendre son souffle. Il y a précisément, il y a 1015 marches. Ça grimpe. Il y a des personnes très âgées qui vont jusqu'en haut. Alors, en plus, c'est des marches japonaises. Petits pas. Et puis les faire par 2, c'est très fatigant. Là, on arrive au sommet, c'est magnifique. Il y a une vue sur la vallée qui est extraordinaire. C'est un vrai bol d'oxygène, c'est magnifique. Ouais. On pourra faire une liste, si vous voulez, des noms qu'on vous a cités. Je pense que ça prend un petit peu de temps pour noter, pour ceux qui notent. Ah oui, je pourrais vous envoyer une liste. Et puis envoyer la liste voilà, des lieux qui sont recommandés par Michel. On va aller plus au sud cette fois-ci, on va aller à Nikko. Nikko qui est un endroit magnifique, où on trouve une série de temples parmi les plus beaux temples du Japon.
C'est là où il y a les deux sanctuaires Tokugawa. Ouais. Ouais, j'ai oublié les Ouais. prénoms, désolé. Ah, je les connais pas non plus, désolée. Yosemite, voilà, Yosemite et l'autre chez. Alors Nico, si La vous lumière avez déjà l'occasion de. Non, ça fait un meilleur contraste que sur l'écran. Si on éteint le plafond. Si vous avez l'occasion de lire un livre de Pierre Loti qui s'appelle Japonerie d'automne, il décrit Nikko comme un tableau, c'est magnifique, il y a 2-3 pages sur le site, c'est extraordinaire. Ça c'était le pan funéraire, uniquement le cortège funéraire pouvait passer ici, les autres interdits, d'ailleurs c'est toujours barré. Ça reste le symbole, c'est un des plus beaux jolis ponts, des plus beaux ponts du Japon. Alors, une série de temps, c'est une forêt enchantée en fait, c'est magnifique, il y a des cascades. Alors là on est en couleur d'automne, mais au printemps c'est extraordinaire aussi. On ne révélera pas les secrets des trois singes, ils sont là, à Nikko. Le lac Shuzenzi avec la plus grande cascade du Japon. Alors tout ça on le fait en train, on descend jusqu'à Nikko en train. C'est 2 heures à peu près de Tokyo. Enfin, si on part de Tokyo, voilà, c'est 2 heures à peu près. Oui. Après, on peut y passer plusieurs jours, entre balades, le côté spirituel aussi. Ça. Tout se fait en Shinkansen depuis le départ, enfin sauf Sapporo. La Kodate c'est très régional, mais après c'est tout en Shinkansen. Il faut savoir que pour cette partie-là, qu'on appelle le Tohoku, cette région du Tohoku, il faut absolument réserver le Shinkansen pour réserver ses places. Si vous prenez le Hayabusa, qui est le plus beau Shinkansen à mon goût. Alors ensuite là-bas, on arrive sur Tokyo. Tokyo, moi je prévois toujours 4 nuits minimum quand les gens partent avec nous. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de quartiers à voir. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout vous citer ce qu'il y a à voir à Tokyo, et je pense que vous connaissez bien de toute façon, mais Akihabara, Asakusa, Shibuya, Harajuku, ça c'est Shinjuku en haut. On peut y passer, moi en général, je peux passer une journée par quartier. Alors j'ai eu la chance d'y aller plein de fois. Puis on marche beaucoup. Donc c'est des journées on se fait 20 km, on marche 12 heures. Combien de fois vous êtes allé au Japon? Une vingtaine de fois. Ouais. Une vingtaine de fois, et puis comme tout le monde, depuis 2020, j'attends d'y retourner. Mais bon. Quand on est à Tokyo, je conseille d'aller à Kamakura, en bordure du Pacifique. C'est une ancienne capitale du XIIe, XIIIe siècle. Le temple qui abritait le grand Bouddha a brûlé, enfin il a disparu. Donc ce Bouddha il est tout seul dans la nature, c'est magnifique. Et vous avez surtout aussi, alors il y a des sites historiques, mais aussi une très belle plage qui mène le long du Pacifique. Vous avez une passerelle qui mène à une petite île qui s'appelle Enoshima. C'est une île de pèlerinage. Il y a le temple de la déesse Benten en haut de cette île, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, habillés en blanc, avec leurs bâtons. Et c'est très beau, et on a une très belle vue sur le mont Fuji. Ouais, Enoshima, la petite île là, et la passerelle ici. Très agréable aussi pour s'y baigner. Oui, alors il y a beaucoup de surfeurs. D'ailleurs, fin août, quand il y a des queues de typhon, les vagues sont un peu agitées, il y a beaucoup de surfeurs. Et quand on est à Kamakura, quand on retourne sur Tokyo, il faut absolument faire un petit arrêt à Yokohama, qui est la ville jumelée avec Lyon. Depuis 1955. Ouais. Autour jumelé, il y a les liens autour de l'histoire de la soie, bien sûr. Et là, le soir, c'est magnifique. C'est la baie. C'est là où arrivaient principalement tous les étrangers, enfin les Européens, les Américains, les Chinois, tout le monde arrivait là. Donc c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir à Yokohama aussi, à côté du port? À côté du port, il y a un vieux bateau qu'on peut visiter, c'est un bateau musée. Il y a un jardin, un des plus beaux jardins du Japon, on le nomme malheureusement j'ai pas le nom en tête, on le nomme très peu celui-ci. Il a été conçu par un Lyonnais, avec la fortune d'un Japonais qui avait réservé l'exclusivité de la soie en France. Ça fait une beige toile d'ailleurs, une vieille famille lyonnaise. Ils avaient l'exclusivité de l'importation de la soie. Avec un riche marchand qui habitait Yokohama. Ils ont créé un jardin. Et puis il y a un quartier chinois qui est énorme. Comme à Kobe. Oui. Alors là, on va descendre sur Hakone, la région de Hakone, Mont Fuji. Donc là, on fait tout un parcours, on fournit un pass qui permet de prendre le train local. Il y a un funiculaire qui grimpe dans la montagne. Après, il y a une série de téléphériques assez impressionnantes. On passe au-dessus de Owakudani. Plein de soufre qui sort de la terre, c'est assez impressionnant. Donc après, il y a une petite marche qui se fait, il y a une balade en bateau.
Et c'est avec le bateau et sur le téléphérique surtout, on voit bien le mont Fuji. Et après, il y a des bus qui vous ramènent au point de départ pour éviter de refaire le parcours à l'envers. D'où les stations thermales aussi, les onsen. Voilà. C'est la région la plus prisée par ceux qui habitent Tokyo, parce que c'est la Oui. plus proche. Il y a énormément de onsen, beaucoup de ryokan. Il n'y a que des ryokan pour dormir. Ouais. On va continuer de descendre. Dans le Kansai. Alors bien sûr, on ne peut pas visiter tout, hein. On a fait, c'est obligé de faire un choix, hein. Et c'est combien là, le voyage? C'est 3 semaines, un mois? 3 semaines. 3 semaines, hein, d'accord. Ouais, 3 semaines, Ouais. ouais, 4 semaines, c'est mieux encore. Ouais. Kyoto, alors Kyoto, donc moi aussi là je conseille toujours 4 nuits minimum. Parce qu'il y a beaucoup, Ouais. c'est là où il y a le plus de sites. Il faut savoir que Kyoto, c'est la seule ville qui a été épargnée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains volontairement, ainsi que Kanazawa, pour conserver la richesse historique, culturelle du pays. Ouais. Donc c'est là où on trouve les plus beaux temples, les plus beaux jardins, enfin parmi les plus beaux temples, les plus beaux jardins. Ça c'est le quartier historique. Les commerçants n'ont même pas le droit de mettre d'enseigne pour préserver l'authenticité des lieux. Alors évidemment, Kiyomizu-dera, ça c'est magnifique, c'est un Beau temple à toutes les saisons. ouais, à toutes les saisons, mais Ah, l'automne c'est couvert d'érable. Le temple sur pilotis qui donne sur la vallée, c'est très très beau. C'est impressionnant, cette grande terrasse aérienne. Ah, bah, j'ai mis en opposition le pavillon d'or et le pavillon d'argent. Le pavillon d'argent n'a jamais été recouvert d'argent, contrairement au pavillon d'or. L'histoire dit que le seigneur s'est ruiné avant. C'est possible. Il y a un très très beau jardin zen. Et puis il y a la forêt de bambou. Ah, ça c'est beau. À la Shiyama. Ouais. À la Shiyama, oui. Ouais. Et en été, on peut, le soir, il y a la pêche au cormoran sur le fleuve. Ah oui. Ouais. Donc on peut participer, on peut dîner sur des petits bateaux et puis regarder la pêche en même temps. C'est très beau à la Shiyama, c'est à peine à 20 minutes de la gare de Kyoto en train. Il y a la rivière, bien sûr, il y a ce pont qu'on doit traverser sans se retourner, sinon ça porte malheur, surtout pour les amoureux, je Je crois. crois qu'il y a 400 ans ce pont, il y a un très vieux pont. Après, il y a beaucoup de temples, il y a cette fameuse forêt de bambou, il y a aussi une colline où il y a beaucoup de singes japonais, Nihonzaru. Oui. Il ne faut pas regarder dans les yeux d'ailleurs. Non. Et voilà. Donc, non, c'est vraiment un spot où on peut passer une journée bien enrichissante, bien sympathique. Oui. Et quand on est à Kyoto, il faut réserver une journée pour aller à Nara, qui est plus au sud, qui est aussi une ancienne capitale impériale, mais plus ancienne que Kyoto. Donc Nara, c'est connu pour son grand Bouddha aussi, qui a conservé son temple. Donc c'est le plus grand temple, le plus haut temple en bois du monde. Ouais, exactement, Todaiji, oui. Ouais. Avec le fameux... Ah oui, il est là. Ah ben il est là, le grand Bouddha. Il y a à peu près 2000 cervidés, des daims qui sont sacrés. L'histoire dit que l'empereur est arrivé sur un cerf blanc et qu'il a choisi cet endroit pour faire la première capitale. Donc les daims sont sacrés. Alors, pareil, en automne, au printemps, vous avez des spots magnifiques. Les cerisiers en fleurs. Là, on est vraiment sur le début avril, hein, du 1 au 3 avril. C'est le full blossom. Les cerfs vivent en toute liberté dans la ville. Hein. Donc, dès qu'on descend du bus, en fait, voilà, il y a des cerfs. Évitez de leur donner à manger, parce qu'on vend des galettes à l'entrée pour leur donner, mais après ils vous lâchent plus. Ils vous pincent. Ils en veulent encore. Sur le chemin du retour, moi je conseille toujours de s'arrêter à Fushimi Inari. C'est un des rares sites, comme la forêt de bambou d'ailleurs, qui est ouvert la nuit. C'est mis en valeur avec un éclairage. Alors le temple en lui-même, l'enceinte du temple est fermée le soir, mais le site est ouvert et c'est magnifique. C'est là où on dit qu'il y a des milliers de torii. Je pense que c'est plusieurs centaines, je ne les ai pas comptés, mais il y a 2 grandes allées, une qui monte, une qui descend. Donc, on marche beaucoup. Jusqu'au sommet. Tous ces torii, ce sont des dons en fait, par des gens riches qui vont faire au temple. Enfin, c'est les sponsors. Il y a les noms des sponsors. Ou les noms d'entreprise après, ça peut être aussi. Alors, le deuxième endroit parmi les 3 les plus appréciés, les plus beaux du Japon, c'est Amano Hashidate. Amano Hashidate, c'est un endroit qui a inspiré beaucoup d'artistes japonais, aussi bien littéraires que pour les gravures aussi anciennes. Donc c'est une bande de sable naturel qui s'est formée avec le temps. Donc d'un côté, la mer du Japon est un peu prisonnière comme un lac, de l'autre côté, c'est un peu plus agité. Il y a de très belles plages, en été on peut s'arrêter, pique-niquer, on peut se baigner. L'intérêt, c'est d'aller au sommet de la montagne, qui est par là. Et enfin, on peut aller des 2 côtés, mais c'est plutôt de ce côté-là. Donc on monte pareil avec un téléphérique.
Et quand on arrive en haut, il faut regarder, il faut se baisser la tête entre les genoux, il faut regarder cette bande de sable, et là, elle se confond avec le ciel. Ouais. On appelle ça le passage céleste, parce qu'on ne sait plus où est le ciel. Voilà. Ouais. Les Japonais adorent faire ça, c'est rigolo. Ah ouais, je faisais aussi Moi, j'avais chaque mal fois, au dos chaque ce fois. jour-là, j'ai Ouais. pas pu le faire, mais je m'en souviens. Et c'est vrai qu'on voit Tout vraiment le monde la se mer et marre. le ciel qui se mélangent en fait, et tout le monde se prend en photo. Vraiment, on passe la tête entre les jambes et voilà. C'est un endroit qui est très reposant. On est à 2 heures de train de Kyoto. Sur place, moi, je connais un ryokan qui est depuis 3 siècles tenu par la même famille, donc plusieurs Ah oui, générations. d'accord. Le patron parle couramment l'anglais, c'est très très bien. C'est devenu un ryokan musée. Et du continent, donc pour aller sur l'île, soit on peut traverser à pied, ça prend à peu près 1 heure, donc avec le bord de sable. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme arbre, Ce sont des pins. des pins, Ouais. c'est ça. Ou alors on peut prendre le bateau, et là ça prend 10 minutes ça aussi. Oui, il y a des bateaux de Les taxi. deux sont agréables. Surtout pour le retour. Là, en général, on fait à pied à l'aller. On Ouais. prend son temps, on peut se baigner si on veut. Surtout s'il y a des enfants, pour les familles, c'est bien. Oui. Puis après le retour, effectivement, il y a des bateaux taxi. Et c'était le deuxième plus beau paysage du Japon. Hein. Voilà. On a vu le premier, voilà, c'est le deuxième Nihon Sankai. Le troisième, bah, vous le connaissez tous, hein. C'est Miyajima. Alors, quand on parle le troisième plus beau paysage, c'est en fait c'est le point de vue. Donc il faut monter en haut de la montagne, de l'île de Miyajima. Là, vous avez une vue extraordinaire sur la mer intérieure et tous ces îlots. C'est très 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 beau. Là, on voit c'est la marée haute, mais il y a aussi la marée basse. Quand c'est la marée basse, on peut aller directement vers le Toli. Faut pas mettre de pièces. Non, pas mettre de pièces. Il y a beaucoup de Japonais qui mettent des pièces pour faire un vœu. Le problème, c'est qu'après, elle roule Ouais, et puis avec l'érosion, ouais. ça fait de l'érosion et ça mange le bois. Ouais. Ils ont mis plus d'1 an pour le restaurer complètement, à changer tous les morceaux de bois et tout. C'est très très gros. Hein. Voilà une des vues qu'on peut avoir sur la baie avec Hiroshima en face. Alors j'ai mis le pont, là on n'est pas du tout au même endroit, on peut y aller en train 20 minutes, mais c'est un des plus beaux ponts du Japon. Il est extraordinaire, il est très ancien. Ça c'est un temple sur l'île de Miyajima. C'est également très reposant. Il y a 2 choix, soit on peut dormir sur l'île, dans un ryokan, soit on dort à Hiroshima en face, on reprend le ferry, il y a 2 ferries qui se croisent en permanence. Ouais, C'est la traversée, c'est 10-15 minutes à traverser. Ouais. Et il y a aussi les cerfs et les daims qui Aussi, vivent là-bas aussi. également. Ouais, puis il y a des spécialités culinaires, il y a le gâteau aux feuilles d'érable là. Voilà, momiji, Oui. c'est ça, momiji manju, donc, qui sont fourrés souvent à la pâte d'haricots rouges. Mmh. Il y a aussi les huîtres chaudes. Ouais. Une Je sais grosse plus, kaki, production d'huîtres voilà, mais ici. qui sont vraiment très très grosses en fait. Ouais. Personnellement, même pour les personnes qui n'aiment pas les huîtres, quand on va à Hiroshima, on goûte cette huître chaude, ils mettent un petit peu de sel par-dessus. Ouais. C'est délicieux, délicieux. Ouais. Mais l'été, ils font cuire parce qu'il fait tellement chaud. Donc, Et il y a aussi Hiroshima Yaki, hein, donc la fameuse okonomiyaki avec des yakisoba à l'intérieur. Alors déjà, okonomiyaki c'est bien lourd, hein, mais alors là, yakisoba c'est des kilos assurés. donc si on veut le grand calme le On soir, mange il faut bien. dormir sur l'île. Si on veut sortir et tout, bah, Hiroshima. Oui. Là, il y a plein de restaurants, plein de bars. On peut sortir alors que là, on profite du bruit de la mer. Ouais. Il y a un seul ryokan qui est au bord, qui a une plage privée qui est au bord. Ouais. Alors là, on dort très bien. Bien sûr, il faut visiter Hiroshima qui est juste à côté avec le parc de la paix, le dôme de la bombe A. Il y a le musée de la guerre qui est très éprouvant. Ouais. Si on ne visite pas le musée, 1 heure de balade dans le parc, c'est suffisant pour faire la visite. Si on visite le musée, il faut rajouter une bonne heure, voire 2. Ah, même C'est une quand même demi-journée. très instructif le musée. Ouais. Ouais. C'est vrai, même une demi-journée. Hein. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment traduit. On a les audioguides, et c'est traduit dans plus de 30 langues, je crois. Puis l'entrée du musée n'est vraiment pas chère. Hein. Je sais plus, 20 centimes d'euros. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Quoi. C'est également Tadao Endo qui a construit la bâtisse, il me semble bien. Ouais. Alors là, on va prendre encore le Shinkansen, on va aller jusqu'à Kagoshima. On va aussi passer, alors là c'est un petit passage sous la mer. Et on aurait pu s'arrêter un petit peu avant, mais on ne peut pas aller partout. Sinon, il y a Beppu avec tous ces onsen aussi. Aussi, ouais. Alors Kagoshima, il y a la particularité, c'est le volcan, le Sakurajima, qui est toujours en activité. Là, la photo, c'est très rare de le voir sans fumer. Encore, on en voit un petit peu, mais il y a souvent quand même de la fumée qui s'échappe. Et des fois, ils s'énervent un peu. Alors là, ils font évacuer toute la population. Ça arrive bien tous les 3-4 ans. Hein.
Quand j'avais eu l'occasion d'y aller, donc après avoir fait le tour, on peut faire le tour du volcan en voiture ou à vélo aussi. Bon, c'est 40 km à vélo. Et en repartant, donc le volcan est rentré en éruption. Alors, c'est pas de la lave à la pique de, comme façon pique de Dante, hein, Comme mais ça. c'est. Oui, voilà, comme ça, voilà, c'est un nuage de cendres. Et c'est impressionnant. On entendait déjà une grosse explosion, un gros boom. Et tout le monde se retourne, puis tout le monde prend des photos. Bon, les Japonais, ils dorment à côté, quoi, parce qu'ils ont l'habitude. Et puis ils disent après, oh, il y a eu une petite éruption hier. Petite, c'était énorme quand même. Donc, je sais pas que. Ouais. Mais ils sont habitués, ils vivent vraiment en harmonie avec le volcan. On voit même, il y a beaucoup de bancs, par exemple, dans la ville ou alors sur l'île. Et au-dessus du banc, en fait, il y aura toujours un petit toit, en fait, parce que bah, s'il y a des cendres sur le banc, on va pas s'asseoir dessus. Voilà, toujours. Donc il y a aussi un ancien quartier de samouraï qui est bien entretenu, qui est restauré. Il y a aussi des plages. Donc sur Kagoshima est pareil, on est vraiment là un endroit très reposant. Et quand on est à Kagoshima, il faut prévoir au moins une nuit sur l'île de Yakushima, qui est en rouge là. L'île de Yakushima, elle est connue pour sa forêt primaire. C'est une forêt humide qui est magnifique, connue pour ses cèdres dits millénaires. Il y a des très gros cèdres, très très anciens. Il y a des chemins de randonnée. Donc c'est cet endroit qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Non, Mononoke, ouais. C'est ça. Ouais. Ça. Ah oui, je l'ai bien vu 2 ou 3 fois. C'est vrai qu'on retrouve vraiment cette ambiance hein, entre déjà toutes les pierres qui sont recouvertes de mousse et puis la brume aussi qui se lève. Ouais. Et c'est vraiment un endroit pour les amoureux de la nature. Ouais, c'est impressionnant, ce cœur. Et on retrouve alors pareil, ça c'est à Hokkaido, on retrouve alors c'est un lac, cette fois-ci en forme de cœur. On voit souvent des photos. Exactement. Ouais. Lors de la balade, il y avait une personne qui avait posé un petit kodama, comme dans Princesse Mononoke, hein, qui était haut de cette hauteur, et puis il l'avait caché dans la forêt. Hein. Donc, c'est mignon aussi. Hein. Ouais. Non, il y en a. Après, quand on revient à Kagoshima, il y a des vols qui repartent. Là, on dit que c'est la fin du voyage. On pourrait le continuer. Parce qu'on pourrait aller encore plus au sud, à Okinawa. Mais là, Okinawa, il faut quand même au moins une semaine de plus, parce que c'est plutôt pour la plongée, pour les plages. C'est un climat subtropical. Là, par contre, on part du principe qu'on repart sur Kagoshima pour aller prendre son vol. Et il y a des vols qui partent très tard et qui passent par Tokyo. On peut même redormir à Tokyo avant de repartir pour la France. Donc moi, je conseille d'aller se reposer de cette grande balade, parce qu'on fait des trekking, là, on marche. D'aller se reposer à Ibuzuki, profiter des bains de sable chauds. Ouais. Et exfoliants. Donc c'est exactement. Ouais. C'est du sable volcanique. Hein. Très bon pour la... On creuse un trou, on se met à l'intérieur, puis il y a juste la tête qui dépasse. Voilà, puis après, ben, on prend l'avion. Et puis voilà, c'est la fin. Et là, on pleure. On pleure et on se dit, oh, vivement le prochain voyage. Ouais. Ça va au niveau de timing? Ah ouais, non, mais très bien. Non, très bien. Bien, attention. Je ne l'ai pas précisé au tout début de la conférence et je m'en excuse, mais voilà, les conférences durent environ une demi-heure et après il y a une partie questions-réponses. Voilà, si vous avez plus de questions, si vous souhaitez échanger avec les conférenciers. Avec plaisir. Hein, donc voilà, un bon voyage, ça donne vraiment envie d'y aller en tout cas. Hein. Oui. En général, le premier voyage, on fait Tokyo, Kyoto. Dans le classique, hein. Le plus souvent c'est Tokyo, Kyoto sur 8 nuits. Une nuit dans un ryokan à Hakone qu'on a vu vers le mont Fuji. Bien que ce soit, pour ma part, pas le plus beau côté du mont Fuji. D'ailleurs, les Japonais disent, ceux qui habitent à l'intérieur des terres, que c'est du côté du lac Kawaguchiko que le mont Fuji est le plus beau. Oui. Ceux qui habitent côté Pacifique disent la même chose. Alors c'est un peu compliqué. Moi j'ai vu les deux. Je préfère le côté Kawaguchiko. C'est d'ailleurs quand on voit le mont Fuji qui se reflète parfaitement dans un lac, c'est de ce côté-là. Un petit peu plus compliqué pour y aller. Sur Hakone, c'est l'avantage, c'est sur la ligne de train entre Tokyo et Kyoto. Alors que Kawaguchiko, il y a une partie qui est pas, on peut pas faire avec le JR-Pass ou un pass complémentaire. Mais bon, voilà. Ça c'est le classique. Et puis souvent quand les gens partent un peu plus de 10 jours, quand ils partent 2 semaines, on attaque souvent Takayama et Kanazawa, ce qu'on appelle du côté des Alpes japonaises. Voilà, ça c'est vraiment la formule classique. Ce que vous venez de voir, c'est plutôt un 2e ou un 3e voyage. Et encore, tout le monde n'a pas 3 semaines ou plus pour faire tout ça. Ça peut se faire en 2 fois. Bien sûr. Il y a une île dont on n'a pas parlé, c'est Shikoku aussi. Oui, une île un peu plus au sud, Kansai. Oui. Alors Shikoku, on peut faire tout le tour en train. 4 préfectures là-bas. Là, il y a le plus vieux onsen du Japon qui s'appelle le Dogo Onsen. Voilà.
très connu pour le voyage de Chihiro. Exactement. Ouais, Et alors c'est très très nature, hein. Ouais. Très très nature. la nature. Il y a tellement de choses à voir. Vous pouvez nous indiquer un coût pour les 3 semaines, à peu près. Alors un voyage comme on vient de voir là, déjà le billet d'avion parce qu'il faut aller à Sapporo. Après on repart de Kagoshima, donc ça fait 2 vols intérieurs. Si on y va en été, le billet d'avion c'est déjà 1500 €, l'ensemble des billets d'avion. Après avec l'hébergement, on est sur un. Si on faisait un calcul en période actuelle, on serait sur un budget de 3000 €. Avec l'hébergement, les passes pour le train. En période ordinaire, on serait plutôt à 4000 € en 2019. Parce que les hôtels sont très chers. Les ryokans sont beaucoup plus chers que les hôtels. Là, il y a pas mal de ryokans dans ce genre de voyage. Et le Japon tournait tellement bien au niveau touristique que les prix avaient grimpé. Là, aujourd'hui, avec l'incertitude de l'ouverture des frontières, on arrive à trouver des super prix. Il y a plein d'hôtels qui ont été créés pour les JO à Tokyo, mais ailleurs, à Kyoto, dans Kanazawa, pensant qu'il y aurait un afflux de tourisme, mais comme ce tourisme n'est pas venu, eh ben, il y a des hôtels qui tournent à perte, donc on a de très très bons prix actuellement. Donc on serait effectivement sur un budget, je dirais, dans les 3000 aujourd'hui, et 4000 en temps ordinaire. Là on parle de 3 semaines à 1 mois. Hein. Vous l'aurez compris, la question, enfin je le dis pour ceux qui nous écoutent sur Twitch, c'était quel est le coût du voyage pour 3 semaines à peu près. C'est ça. Ouais. Donc à peu près la moitié pour le billet d'avion, et puis le reste, le train, les déplacements d'hiver et l'hébergement. En formule petit déjeuner, le petit déjeuner est assez cher aussi au Japon. Sachant ce qui est très cher au Japon, c'est surtout le transport, je dirais. Oui. Mais avec le JR Pass, ça permet de faire de grandes économies. Ah, c'est Voilà. vraiment très intéressant. Qu'on peut prendre sur 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Ouais. Je ne me souviens plus des tarifs pour 3 semaines, mais à l'époque c'était Jusqu'à 400, 500. Jusqu'à 3 ouais. C'est ça, 400 € à peu près. Ouais. Ah, pardon, on avait une autre question. Pour les logements, j'ai une précision. Vous étiez seul ou accompagné? Pour les logements, est-ce que vous étiez Ah, seul ou là-bas- accompagné? 3 000, 4 000 euros. Ah, c'est basse chambre double. Ceci étant dit, on trouve souvent des chambres individuelles pour la moitié d'une chambre double. Hein. Ça existe, c'est petite chambre. Là, on parle aussi d'hôtels. Hein. On ne parle pas de structures qui sont moins chères, comme des auberges de jeunesse, parce qu'ils ne travaillent pas avec les professionnels. Ils se remplissent suffisamment, notamment grâce aux voyages scolaires qui sont obligatoires au Japon, jusqu'au collège. Donc, toutes les petites structures réservées aux jeunes qui ont des petits budgets ne travaillent pas avec les agences de voyage. Donc ça c'est un problème pour nous parce que ça nous prive de certaines personnes. Donc ça veut dire qu'il faut se débrouiller soi-même. Par contre, là, on est sur de l'hôtellerie classique et du ryokan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Moi, je voulais savoir à Hokkaido si c'était si compliqué que ça de se déplacer avec le transport. La question c'est à Hokkaido, est-ce que c'était si difficile que ça de se déplacer avec les transports? Non, avec le JR Pass, on peut aller presque partout. C'est très très desservi. Après certains parcs, on est obligé de prendre un bus local. Alors ça, nous on l'explique tout hein, dans les carnets de voyage. On vous le traduit aussi en japonais. Parce que des fois, vous allez tomber sur un chauffeur de bus qui parle pas du tout anglais. C'est même pas écrit, si on lit pas le japonais, c'est même pas écrit où il va le bus. Et là, on est un peu perdu. Donc on traduit tout dans le carnet de voyage en amont, nous, pour montrer au chauffeur. Et là, il vous dira jamais, il vous fera jamais de farce, il vous dira c'est oui ou c'est non. Puis ça fait partie de l'aventure aussi. Hein. Et je pense qu'il y aura toujours voilà, un japonais qui sera là pour vous aider et pour, Aussi, ouais. même pour vous mener directement au lieu, qui prendra le train avec vous. Alors, pour en revenir à votre question, on a eu 2 cas de figure. On a des gens qui ont fait Hokkaido complètement en train, avec un petit peu de bus, et d'autres en voiture. C'est facile de conduire au Japon. La seule chose, c'est qu'on roule à gauche. Si on n'a jamais conduit à gauche, on a un petit peu perdu la première journée, on va dire. On prend vite le pli après. Et toutes les voitures sont équipées d'un GPS en anglais, donc ça va bien. Je vais poser une question presque qui paraît évidente, mais l'utilisation du japonais est-il plus évident en dehors de Tokyo et de plus on va dans les hauteurs, je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à la langue japonaise à apprendre la langue du coup qu'à Tokyo où tout était traduit? Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre la langue japonaise, enfin de savoir parler japonais en fait dans les lieux un peu plus éloignés que Tokyo ou Oui, il y a la campagne? Effectivement, il y a des endroits où les gens ne parlent pas du tout un mot d'anglais. Surtout si vous tombez sur des gens d'un certain âge qui ont quand même boycotté l'anglais après la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes ont plus de cours d'anglais qu'en France, mais ils ne parlent pas très bien l'anglais, ils ont un petit peu de mal. Après, à Tokyo, on tombe effectivement sur des gens qui parlent couramment. Ça, il y en a, mais on n'en trouve pas tous les jours non plus.
Pour en revenir à l'écriture, effectivement, avec l'arrivée des JO, ils avaient tout traduit. Il y a même des annonces en français dans certaines stations de métro. Là, on peut se débrouiller facilement. Dès qu'on sort, dès qu'on va à la campagne, c'est plus compliqué. Et puis, et même si c'est bien indiqué en anglais, à Tokyo, c'est toujours un avantage de parler japonais. Ça fera toujours plaisir aux locaux. Et même si on connaît que quelques mots de politesse, par exemple, ça fait plaisir. Ça brise la glace et ça permet de communiquer. Parce que les Japonais sont assez, on va pas dire enfermés, mais ils sont... Comme c'était un pays insulaire aussi. Hein. Ouais, voilà, il faut briser la glace pour pouvoir discuter, et puis après, une fois qu'on a brisé la glace... Et ça leur fait tellement plaisir, en fait, dès qu'on dit un petit mot japonais, bon, on est bilingue, hein, c'est Nihongo wa Jozu desu ne. Là, ils vont nous inviter le soir à l'izakaya pour prendre un peu de saké, ils vont briser la glace. Ouais, là, la glace, ça se brise, le mur, il tombe. Il paraît qu'il y a des petits traducteurs. Oui. Et comme il y a la Wi-Fi partout, on n'a pas de difficulté à traduire instantanément. Alors, le traducteur, il n'y a pas besoin de Wi-Fi. C'est un traducteur, il y a une batterie dedans. Moi, j'ai constaté, c'était juste l'année avant les JO, ils venaient de le commercialiser. Il a été traduit d'abord en français, parce que les JO sont annoncés en français. Donc, il a d'abord été traduit en français, après en plusieurs langues. J'ai fait un test dans la boutique, c'est bien pour une phrase simple. C'est une phrase un peu longue et un peu compliquée, là, il traduit. Il était perfectible, on va dire. Après, pour le Wi-Fi, il y a le Pocket Wi-Fi qu'on peut louer au Japon. C'est un petit boîtier qu'on met dans sa poche. Il y a juste un coût de location, il n'y a pas de coût de connexion. Et puis vous l'allumez quand vous avez besoin. Et vous connectez votre smartphone avec notamment Google Maps. Et en français, Google Maps va vous dire, là pour le coup, il n'y a pas besoin de parler japonais. Ça veut dire tourner à droite, tourner à gauche. Il y a de très bons systèmes de traduction, hein, Google Traduction, DeepL aussi qui est très bien, DEEPL. DeepL, c'est un très bon système de traduction, ça aide aussi. Hein. Et après, il y a du Wi-Fi partout. Enfin, peut-être pas trop à la campagne, mais, non, mais dans les grandes villes. Pocket Wi-Fi, ça marche à la campagne aussi. Ça marche dans le train aussi, c'est bien. Ça qu'on se repère facilement maintenant. Un exemple, par exemple, moi, ce qui était arrivé, d'aller au Japon dans un coin un petit peu reculé, j'ai souhaité rentrer dans un restaurant et la gérante ne parlait pas un mot anglais, elle ne parlait que japonais et je pense que ça l'a stressée. Enfin, j'ai un visage d'étrangère, donc et ça l'a stressée au début. Je sentais qu'elle ne souhaitait pas m'accepter. Dès que j'ai parlé japonais, elle m'a dit ah oui, rentrez. Enfin, ça l'a déstressée un petit peu et puis voilà, la glace a été brisée après. Quand vous dites parler japonais, c'est vraiment un petit peu japonais ou juste vraiment parler bien? Oh non, je pense que les deux, même quelques petits mots, quelques petites phrases. Enfin, après c'est un avis de française là que je dis, mais je pense même quelques petites phrases, quelques petits mots, ça fait énormément plaisir. Peut-être que les Japonais peuvent confirmer. Mais nous, on a des clients des fois qui prennent quelques cours, d'ailleurs ici certains, qui prennent quelques cours de japonais. Mais l'idée c'est pas de parler japonais en arrivant, c'est de pouvoir dire bonjour, merci, au revoir, voir le minimum. Et ça fait plaisir. Et Kevin, je crois que tu avais une question. Oui, sur les gens de voyage, s'il y avait un événement ou un événement en particulier qui t'a marqué. Sur tous mes voyages. Moi, à chaque fois, je suis émerveillé déjà. Donc, ça, c'est difficile de me demander. Tout à l'heure, je disais que Matsushima était peut-être l'endroit que j'ai préféré. Ça, c'est vrai, c'était beau, puis on avait un ciel bleu magnifique, tout était parfait. Mais à chaque fois, je suis émerveillé. Chaque endroit, chaque fois, je découvre. Et... un événement particulier. Quand on tombe sur un festival comme j'ai vu à Aomori, oui, ça, c'est assez unique, parce que c'est difficile d'y accéder, alors qu'il a lieu chaque année. Il y a d'autres festivals aussi, mais... c'est pas facile de pouvoir y aller. Ça m'a marqué, mais chaque voyage. Chaque voyage est marquant, je pense. Dans les Alpes japonaises, est-ce que vous conseillez de louer un petit camping-car pour s'éloigner un petit peu des sentiers ferroviaires, ou d'autoroutes, ou du Shinkansen, et puis être plus près de la nature? Je pense que c'est très réglementé le camping-car au Japon, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Donc ça, il faut être bien informé. Nous, on n'a jamais eu le cas de faire cette location-là. Les gens louent plutôt une voiture. Alors là, effectivement, si on a son véhicule, on sort complètement des sentiers battus. Là, je pourrais vous présenter la péninsule de Noto, notamment, qu'on peut rejoindre facilement depuis Takayama. Là, on est vraiment dans la campagne, on peut aller dormir chez l'habitant.
des vrais agriculteurs qui vous reçoivent. On peut même participer le matin avec eux si vous voulez faire de la récolte. Vous allez pêcher poisson avec eux. Là, il faut une voiture pour y aller. Et là, on découvre vraiment un Japon rural, presque inaccessible en train, parce que la ligne de chemin de fer s'arrête en plein milieu, puis après, il y a des bus. Et la voiture, on est complètement autonome. Puis ça, c'est facile, hein. Dès qu'on arrive au Japon, on se rend dans un bureau pour faire traduire son permis. Oui, La JAF, Japanese Automobile Federation, quelque chose comme ça. Bon, on en trouve un petit peu dans tous les... Dès qu'on arrive à l'aéroport, bon, je sais que voilà, qu'à Osaka, par exemple, le temps d'attente est très court, et ce n'est pas très cher non plus. Donc, c'est très facile pour louer un véhicule. et comme je disais, les voitures sont équipées d'un GPS en anglais. Alors l'avantage au Japon, c'est qu'il suffit de saisir le numéro de téléphone de la destination. C'est pas la peine de taper l'adresse, qui des fois est compliquée, il suffit d'une seule faute d'orthographe, puis on On comprend va ailleurs. plus. Là, vous mettez le numéro de téléphone, il vous emmène directement le GPS. Ça, c'est bien ça. Il faut juste penser à le faire, à le faire mettre en position anglais par le loueur de voiture. Et sinon, là, on cherche, mais c'est où l'anglais? Pour la période d'été, vous avez dit que ça se finissait en octobre, du coup. La période de... Octobre. Octobre, mais vous avez dit. Du coup, l'automne, ça serait quoi le meilleur moment de l'automne, on va dire, pour partir niveau paysage Pour voir les érables rouges, notamment. Alors, je parlais de... Quand je disais octobre, c'était plutôt pour Hokkaido, Ouais. parce qu'après, le froid arrive très vite. Mais, d'une manière générale, sur l'île de Honshu, c'est plutôt en novembre qu'on a les plus belles couleurs d'automne, les plus beaux endroits, tout le Tohoku, du côté de Kyoto aussi, Kyoto aussi, les temples ouais, c'est magnifiques magnifique, hein, qui ouais. conservent spécialement les feuilles rouges qui tombent sur le sol pour faire des tapis. Ça, c'est magnifique. Et ça, on est plutôt mi-novembre. Ouais, début novembre, c'est vrai. Ouais. Il fait doux à cette période, hein, on a encore une bonne vingtaine de degrés Ouais. l'après-midi, on est en chemise. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Puis juste la petite veste le soir, parce qu'il fait un peu frais, mais c'est tout. Après, l'hiver arrive vite. Après, les feuilles tombent sur fin novembre, ça commence à être un peu tardif. Mais les 3 premières semaines de novembre, c'est l'idéal. Très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations? Sur Twitch, peut-être. Si vous avez des questions sur Twitch, n'hésitez pas à les écrire. On les citera. Ouais. Ouais. Je voulais savoir, si vous allez partir personnellement, quelle est la prochaine ville que vous allez envie d'y aller, ou si un événement, ou si Ah vous bah, avez une ville que vous Parmi allez ce que je vous ai chaque fois. présenté, c'est la fin du voyage. J'avais réservé pour 2020 toute cette partie de Kagoshima, Yakushima. C'était vraiment le projet. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas pu le réaliser. Mince. Mais comme j'avais bien étudié la destination, je voulais l'intégrer. Mais voilà, ça c'est la prochaine. En général, les gens partent combien de temps au Japon? C'est toujours 2-3 semaines, enfin les demandes que vous recevez? Ouais, alors là, si on faisait une moyenne de toute l'année, on serait à 2 semaines et demie. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal de gens qui partent 2 semaines calés sur les vacances scolaires Mhm. en avril et en automne, en octobre-novembre. Et l'été, par contre, les gens partent 3 semaines facilement. Et l'été, malgré la température excessive sur l'île principale, malgré ça, les gens partent beaucoup en été. Oui, il y avait monsieur. Est-ce que vous pensez que c'est possible, si on descend jusqu'à Hokkaido, non, Okinawa, Oui. de prendre un bateau ou un avion pour aller à Taïwan? C'est pas très loin, Taïwan. Oui, Je- pas loin. Je pense Ouais. qu'il y a des ferries, des bateaux. De Tokyo, ça doit être 3 heures déjà, mais de Okinawa, ça doit être moins long. Ouais. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'organiser des traversées en ferry pour aller en Corée du Sud. Mais il y a certainement pour Taïwan aussi. Il y a des liaisons Ouais. d'avions. D'accord. Depuis là, Ah. Ouais. pour la Taïwan. Vous avez une question aussi? C'était pour compléter du coup votre question sur les périodes. Niveau qualité-prix, ça serait quelle période pour partir au Japon? La période la Alors, moins chère un peu. Qualité-prix, on va dire, Oui. où on paye un peu, Moins cher. un peu prix low cost pour le voyage et C'est très beau. on passe un super moment. Moi, si on n'a pas peur de la neige, on n'a pas peur du froid, février, c'est très très bien. Ouais. Et voir le temple d'or sous la neige, moi, j'en rêve depuis longtemps. Shirakawago, le petit village dans les Alpes japonaises, Ah oui. Oui. c'est une image qu'on trouve partout, c'est magnifique en hiver. Il y a beaucoup de neige dans cette région. Voilà, alors là, vous avez un très bon rapport qualité-prix parce que c'est pas une saison touristique. Après, dans la deuxième période très intéressante financièrement, ce sera le mois de juin. Et là, on rentre dans les grosses, on commence à rentrer dans les chaleurs, mais surtout la saison des pluies. Et la mousson. Donc, quitte à choisir, je prendrai février.
Le mois... Après septembre, les prix retombent, mais on est encore sur une période chaude et humide. Et puis après, ça remonte vite. Octobre-novembre, ce sont des belles périodes. Fête de fin d'année, c'est très cher. Chaque fois, on nous a demandé un devis, les billets d'avion sont au maximum. Bah, tout simplement parce qu'il y a plein de Japonais qui rentrent chez eux, déjà. Donc les avions se remplissent bien. Comme métier. Et alors, Tokyo, c'est très cher au moment des fêtes. Si on part après, ouais, janvier, ça va être bien. Hein. En février, il y a aussi les fleurs de prunier. Bon, il n'y a pas les fleurs de Oui. cerisier, mais les fleurs de prunier qui sont magnifiques aussi, qui fleurissent. Et là, il faudrait descendre du côté, effectivement, dans le sud. Non, c'est ouais, ouais. Après, non, c'est agréable. Mm. Le mois de mai aussi est agréable. Oui. Peut-être un peu cher aussi encore, mais Moins pas qu'avril. trop cher. Ouais. Mm. Sauf la Golden Week. Ah oui, oui. Bah, ça y est, elle va commencer, là. Ah bah oui, oui, bientôt, ouais, c'est vrai. Oui. Mm. La Golden Week, c'est la semaine à éviter au Japon. C'est plein partout, ouais. Est-ce qu'en septembre, il y a encore beaucoup de typhons? Alors, moi, je suis allé essentiellement au Japon au mois d'août. Je suis allé 2 fois à l'automne. J'ai eu la chance d'y aller printemps 3 fois. Mais tous mes voyages étaient au mois d'août, là où il y a des typhons. Ils arrivent du sud, hein, vraiment d'Okinawa. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Chaque fois, on a une queue de typhon pendant une journée, une nuit. Donc là, il y a des pluies, du vent. Mais on n'a jamais été pris dans le typhon, et heureusement. Mais il y en a encore sur septembre, mais ça va. C'est pas un typhon sur tout le Japon. Hein. Malheureusement, quand il passe quelque part, il fait des dégâts. Mais le reste du pays, c'est du vent et de la pluie. Mais ça dure le temps qui passe. Ça dure 2 jours. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres il y a des questions sur Twitch? Non. Vous avez d'autres questions? Interrogations? Vous avez prévu d'aller au Japon dès que les frontières ouvrent? C'est ça? Oui. Ouais. Il y en a qui attendent. Est-ce qu'il y en a qui attendent? Voilà. En tout cas, voilà, si vous souhaitez des conseils, bah, n'hésitez pas à demander à Michel. Oui, avec plaisir. Hein. Il est à Lyon, c'est l'avenue On adore ça, Saxe-Gambetta. devant avenue du Maréchal de Saxe, Maréchal de presque Saxe, au niveau du pardon. cours Lafayette. Là. Ouais. On est bien... Et puis on aime bien parler du Japon tout le temps. Ouais. On a des gens qui viennent pour des renseignements, tout simplement. C'est pas... On va pas leur vendre systématiquement un voyage, discuter du Japon. Bien sûr, ouais. Ouais. Mm. Puis en plus, son épouse est japonaise et là, c'est c'est inversé, je dirais. En fait, son épouse voilà, accueille des Japonais de France, accueille des Japonais du Japon en France, pardon. Et Michel donc envoie des Français au Japon. Donc on est très complémentaires. Ouais, c'est très complémentaire. Ouais. C'est juste pour mettre la présentation. Oui, et puis l'avantage, c'est quand on a besoin d'une information qu'on ne trouve pas du tout sur les sites français ou anglais, on les trouve sur les sites japonais. Et ça, effectivement, mon épouse, elle trouve l'information et je peux la transmettre aux gens. Oui. Ou les traductions, comme je disais, pour pas qu'il y ait la moindre faute. Dans les carnets de voyage aussi, quand les gens sont allergiques, on a eu le cas d'une dame qui était allergique au soja. Ça n'a pas de chance. Au Japon. Mais quand on est allergique à un produit spécifique, on le note dans le carnet de voyage, comme ça vous le montrez au sûr. restaurant. Oui. Si c'est problématique, il vaut mieux l'écrire et puis le montrer. Pas de chance, hein. Non. Elle a choisi le pays où on mange pas du tout de soja. La pauvre. Enfin, il y a tellement de bonnes choses à manger au Japon que on se fait plaisir. Bon. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de mettre fin à la conférence et on peut, si vous souhaitez continuer à échanger avec Michel, c'est possible tout de suite après, voilà, dans l'autre salle. Il y a une autre conférence qui va commencer à peu près dans 10 minutes. C'est moi qui l'animerai et puis je vous parlerai des Alpes japonaises, enfin plutôt du sujet montagne et notamment de l'ascension du mont Fuji. Ouais. Donc voilà. On a quelques clients qui l'ont fait. Oui, ouais. En juillet et en août, voilà, par contre. Ouais. Et puis donc merci à vous en tout cas Michel d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. C'est tout un plaisir. Merci à l'Espace Lyon Japon aussi qui nous accueille aujourd'hui pour cette journée conférence, parce que c'est un événement conjoint entre notre association et l'Espace Lyon Japon. Donc c'est la première fois qu'on organise ce genre d'événement et puis on espère en tout cas continuer ce genre d'événement donc ici ou dans nos locaux, dans notre association. Si vous êtes intéressé, on a mis quelques prospectus à la sortie de la salle. Il y a un prospectus d'information et puis l'inscription aussi si vous voulez. Puis très rapidement, on organise des événements un peu pour toute la famille, pour les étudiants, pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes au foyer, pour les gens actifs. On a une grande fête du Nouvel An en janvier.
Il y a aussi la fête de démonstration de fabrication des soba avec un maître japonais qui nous vient du Japon. Bon, cette année, on espère qu'il vienne aussi. Il y a aussi la fête du sport pour les enfants et notre assemblée générale qui est aussi un événement important. Et après, voilà, chaque semaine, il y a un petit événement à notre association et on est basé à Victor Hugo. Voilà. Et là, on reprend tout doucement parce que le Covid s'essouffle un peu. Donc, Profitons-en. profitons-en. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. aussi à celles et ceux qui nous ont suivis sur Twitch. N'hésitez pas à rester connectés si vous voulez suivre la prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.